Dans cet épisode de podcast, c'est là qu'on va se concentrer beaucoup plus sur les plantes médicinales. Et c'est surtout là que tu vas savoir est-ce que tu as le meilleur retour sur investissement pour ton argent. Dans cet épisode, je vais vouloir t'aider à faire le meilleur choix d'achat pour tes suppléments pour que tu puisses en avoir pour ton argent. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon but au travers du podcast, oui, c'est à la fois de t'éduquer sur la santé naturelle et les produits de santé naturelle, mais c'est surtout de simplifier efficacement, rapidement et naturellement ton mieux-être. Je ne suis pas médecin nutritionniste ou quoi que ce soit, et c'est certain que je ne suis pas ton naturopathe présentement. Si tu m'écoutes entre tes deux oreilles et que tu ne m'as jamais consulté, donc, ça veut dire si ton naturopathe t'a offert des suggestions de produits spécifiquement pour ton contexte, je ne te dis pas de changer les conseils. Si ce que je te dis t'interpelle, va en jaser avec lui, voir si c'est des choix qui sont valides. Autrement, mon but à moi, c'est plus de dire si toi, tu entends dire que telle plante a tel bienfait, puis tu veux savoir qu'est-ce que tu vas en avoir le plus pour ton argent, là, ce podcast-là va être bon pour toi. Puis j'espère réellement pouvoir t'aider à économiser et avoir un maximum de résultats conséquemment. Au niveau des plantes médicinales, c'est un sujet qu'on peut en parler pendant des années. Pas pour rien que des cours de phytothérapie, on peut en avoir 40 ans et plus même. Mais si j'avais à catégoriser en 3 groupes les plantes médicinales pour savoir où aller pour en avoir plus pour ton argent, en fait, je dirais même 4 groupes. Ce serait soit les plantes standards. Donc, c'est souvent des plantes qu'on a pris une certaine partie de la plante puis qu'on a juste séché puis mis en poudre, soit pour mettre en capsule ou en poudre telle quelle. Soit on a les plantes d'extrait concentré, les plantes standardisées ou les brevets. Si je veux commencer avec les extraits concentrés, l'analogie que je ferais, c'est si tu te fais une soupe, puis tu en fais 1 litre, puis tu décides de le réduire à 100 millilitres, mes félicitations, tu viens de créer un 10 pour 1. Ça veut dire que tu viens de concentrer certaines molécules puis tu en as perdu d'autres, dont de l'eau, entre autres. On peut faire pareil avec les plantes médicinales parce qu'une plante médicinale, c'est comme une soupe. Ça a un profil moléculaire varié. Puis il y a plusieurs façons de la concentrer. On peut la concentrer à l'eau, à l'alcool, au gaz, etc. L'avantage de cette approche-là, c'est que ça prend moins de volume à prendre. Comme une soupe d'1 litre, boire 1 litre de soupe, c'est plus difficile que de boire 100 millilitres. On est d'accord? Donc, au niveau des poudres ou des capsules, c'est pareil. Si certaines capsules standards séchées nécessiteraient 8 à 12 capsules par jour, avec un extrait concentré, tu es capable d'en sortir à 1 capsule par jour. Pour ceux qui regardent la vidéo présentement puis qui voient leçon 2 au tableau, c'est que je vais passer de l'extrait concentré à l'extrait standardisé maintenant pour ensuite revenir et vous allez comprendre pourquoi. Donc, donnez-moi un instant, vous allez comprendre réellement pourquoi. Donc, si je reprends l'exemple de la soupe, c'est que si tu dis je me fais une soupe poulet et nouilles, mettons, exemple typique, puis tu décides de le concentrer. Donc, 1 litre à 100 millilitres. Dépendant de ta recette ou de ta préparation ou du lot commercial que tu as acheté ou dépendant de, bref, quel ingrédient que tu as acheté, ça se peut que ton profil nutritionnel change. Ça se peut que ton goût change un peu aussi. Si tu veux avoir de quoi qui se ressemble, c'est ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on plutôt on va appeler un extrait standardisé. Donc, si je te dis je fais une soupe poulet et nouilles, et que je me dis mon extrait de poulet et nouilles, ça va être 10% de poulet. Je couvre pas tout dans ma soupe, mais si déjà j'ai 10% de poulet, je peux m'attendre à une consistance relativement similaire en protéines, entre autres, et en termes de texture. Déjà, là, ça va me donner une idée globale. Donc, oui, il y a des choses qui peuvent changer, si je rajoute des épices ou pas, le choix de mes pâtes, etc. Mais déjà, j'ai un profil nutritionnel qui est déjà plus constant. Puis c'est pareil avec les plantes médicinales. Parce que on peut associer plusieurs bienfaits thérapeutiques à certains groupes moléculaires. Ça ne veut pas dire
que seul ce groupe moléculaire va couvrir l'entièreté de ces effets thérapeutiques, mais déjà qu'un peu plus de constance, on s'attend un peu plus de résultats constants. J'essaie de trouver un autre mot différent. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est si je prends par exemple de l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui aide à la gestion du stress, à l'énergie, au sommeil et plusieurs autres bienfaits. La plupart du temps, lorsqu'on a un ashwagandha qui n'est pas standardisé, donc soit qui est standard ou concentré, ça va souvent varier entre 0,3 à 3 de withanolide, qui sont les molécules pour lesquelles on associe tous les bienfaits précédents que j'ai nommés. Si j'ai un extrait standardisé, donc ça, c'est une compagnie qui m'assure que peu importe le lot de production, j'ai minimum 5 ou minimum 10 par exemple. Donc, déjà, j'ai plus de constance. Parce que si je n'ai pas cette constance-là, ça peut bien vouloir dire que si j'achète de l'ashwagandha en Inde, ben, une année, il peut faire très beau, puis me donner peut-être 3 de butanoïde. Mais l'autre année, ça peut être une température complètement marde, qui n'arrête pas de pleuvoir et qui fait froid, puis que j'ai peut-être 0,3. Je l'exagère, mais vous voyez déjà que la constance est moins là. Mais conséquemment, les résultats peuvent également varier. Parce que si j'ai un pourcentage qui augmente, j'ai un pourcentage ailleurs qui diminue et vice-versa. Donc, est-ce que ma tolérance à la plante est la même? Est-ce que j'ai les mêmes résultats pour les mêmes doses? Si j'ai une plante standardisée, donc par exemple, j'ai le brevet de fabrication KSM 66 qui standardise l'ashwagandha à au moins 5 withanolide. Ce qui est le fun avec ça, c'est que lorsqu'on lit la littérature scientifique sur l'ashwagandha, la plupart des études sont faites sur le KSM 66. Donc, lorsqu'on utilise la même quantité, avec la même standardisation, on finit par avoir un portrait global moyen constant de résultats. Donc, ça, c'est comme dire ta soupe poulet et nouilles de tantôt, ben, si tu devais boire 1 litre ou un extrait concentré à 100 millilitres, tu n'auras peut-être pas la même quantité d'eau, mais le profil nutritionnel pourrait s'avérer similaire. Tu n'auras pas le même goût, mais ça va être similaire. Mais si je te dis que tu bois 1 litre ou à 100 millilitres, puis il est standardisé à 10 de poulet, ben, tu sais que ta quantité de protéines va être la même au final si tu consommes tout. Donc, tu as plus de constance. Dans la littérature scientifique, l'approche des plantes standardisées, c'est probablement ce qui se rapproche le plus des études pharmacologiques. Parce que quand on étudie un médicament au même titre qu'une vitamine ou un minéral, puis encore dans les vitamines et minéraux, il y a plus d'inconstance que dans les médicaments parce qu'il existe plusieurs formes de vitamines et minéraux. Moins il y a de variables en jeu, puis mieux on sait concrètement à quoi s'attendre. Ce qui veut dire que si tu fais une étude sur l'aspirine à 100 mg, puis tu la répètes 15 fois dans des conditions similaires, tu vas avoir des résultats similaires. Parce que l'aspirine, c'est une molécule, puis c'est le même brevet de fabrication. Si je prends de l'ashwagandha, puis qu'une année il pleut, l'autre fait beau, l'autre fait chaud, l'autre fait froid, j'aurais beau donner même dose, peut-être je vais avoir des changements dans mes bienfaits. Peut-être pour les mêmes bienfaits au niveau de la gestion du stress et de l'énergie, ça va être similaire, mais peut-être les effets anti-inflammatoires vont changer. Et peut-être l'inverse va être vrai. Peut-être que la gestion du stress, l'énergie, etc. va varier, mais l'effet anti-inflammatoire va rester. Vous voyez, il y a un peu plus d'inconstance lorsque ce n'est pas standardisé. Et l'avantage du standardisé, avec cette constance-là, c'est que lorsqu'on lit la littérature scientifique d'une plante sur certaines conditions et qu'on correspond aux critères étudiés, on peut mieux s'attendre à quoi comme résultat. Donc, si je prends par exemple le millepertuis en contexte de dépression, puis que je corresponds aux critères d'évaluation des gens, etc., ben, je peux m'attendre avec tant de doses à tant de standardisation, à peu près tant de résultats. C'est certain que ça reste des statistiques. Donc, tant que je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas savoir à quoi m'attendre
à où est-ce que je vais être dans ces statistiques-là, mais on voit un barème moyen. Alors que si je prends par exemple de l'ashwagandha pour la gestion du stress, bien, dans certaines compagnies, je vais devoir prendre 12 capsules. Dans d'autres, je vais avoir une capsule. Puis dans d'autres, je vais avoir une capsule standardisée. Et c'est ce qui fait que même entre deux compagnies d'extraits concentrés qui se ressemblent, qui seraient à 12 pour 1, bien, ça se peut que je ne ressente pas les mêmes effets. Parce que le profil pharmacologique, je peux se nommer ainsi pour pas, je devrais plutôt dire le profil moléculaire, peut varier d'un produit à l'autre. Mais s'il est standardisé, ça se peut que je vois un peu plus de constance dans les résultats. Tantôt, je disais que je voulais revenir sur les extraits concentrés. C'est sûr qu'un extrait concentré peut être, je vais dire, moins précis, peut-être moins constant dans les résultats, mais il va souvent moins cher. Mais là où est-ce que je voulais surtout revenir sur ce sujet-là, c'est que une plante standardisée, si je prends par exemple du chardon-marie puis qu'il est concentré à 80% de silimarine, bien, je sais que les silimarines vont être bonnes pour mon foie puis je sais la quantité que j'ai. Si ce n'est pas standardisé puis c'est 50 à 80% en moyenne, ben, je sais que ça reste du chardon-marie puis ça reste entre guillemets bon pour mon foie. Mais si je viens le concentrer, je le concentre comment? Est-ce que je le concentre dans de l'eau, dans de l'alcool, au gaz ou autrement? Les silimarines, même si j'en aurais 50%, bon, à la limite, il va être un peu moins efficace pour mon foie. Mais le problème, c'est que les silimarines sont extraites à l'alcool. À l'eau, ça va très faiblement ressortir. Donc, je pourrais quand même voir des effets de mon chardon-marie sur la digestion globalement et autres, parce que ça reste un chardon et ça stimule la digestion, mais ça pourrait faire en sorte que l'action sur mon foie soit moins bonne. Oups, là, j'ai encore plus d'inconnus qui rentrent dans le détail. Donc, il y a des plantes pour lesquelles on va voir moins de variabilité dans les effets thérapeutiques, que ce soit à l'eau ou à l'alcool, par exemple. Donc, l'ashwagandha que j'ai nommé tout à l'heure, soit à l'eau ou à l'alcool, les résultats restent relativement les mêmes. Il peut y avoir des petites différences, ça va être modeste, mais ça va dans le même sens. Si je prends le chardon-marie et que j'extrais l'alcool versus à l'eau, oups, je vois une différence. Mais là, la réalité est la suivante. Juste pour rajouter une petite touche un peu plus de chaotique, si je peux dire ça de même, dans le milieu des plantes médicinales, c'est que Santé Canada ne permet pas la standardisation de toutes les plantes. Et si vous voulez vendre une plante qui n'a pas été préautorisée pour une standardisation, à moins de vous battre pour la faire reconnaître, bonne chance. Un exemple concret va être le suivant. Si j'ai un extrait de reishi, le reishi, comme les champignons, peut être standardisé en polysaccharides qui sont décomposés pour la santé immunitaire. Puis on peut voir des effets adaptogènes associés à ça. Parfait. Donc, qu'il soit standardisé ou pas, ça ne me dérange pas. Mais selon comment je vais le concentrer ou pas, ça peut grandement affecter l'efficacité du produit. Si je standardise mon reishi à 30% de polysaccharides, mettons. Mettons que j'ai un fournisseur qui me standardise à 30% de polysaccharides qui, pour peu importe la raison de ce monde, imaginons, il fait pousser, il l'analyse puis il contient ça naturellement. Habituellement, c'est pas ça, mais mettons que c'est le cas. Si je le garde tel quel puis je le mets en poudre, le fait d'avoir des fibres de champignons peut faire en sorte que la tolérance digestive peut être moins bonne chez certaines personnes, en plus de nuire à l'assimilation. Conséquemment, il faudrait que j'en prenne
plusieurs capsules par jour pour avoir certains bienfaits. Donc, je me dis, ça ne me tente pas de prendre 6 capsules par jour, je veux le concentrer. Même s'il est standardisé en polysaccharides puis que je m'attends à des effets similaires côté immunité, les autres bienfaits associés au reishi peuvent varier selon comment je vais le concentrer. Donc, même si j'ai des effets moyens au niveau adaptogène, gestion du stress, santé cardio-métabolique, santé immunitaire, merci, bonsoir. Parmi les autres bienfaits associés au reishi, je peux retrouver par exemple les effets antihistaminiques. Mais les effets antihistaminiques sont entre autres grâce aux triterpènes du reishi. Mais Santé Canada ne permet pas la standardisation en triterpènes. Donc, je pourrais prendre n'importe quel fournisseur pour le grand public, c'est impossible pour moi de savoir combien de triterpènes que j'ai. Ce qui veut dire que je vais devoir fonctionner à l'essai-erreur entre plusieurs compagnies pour voir, certaines compagnies, on dirait que dans les périodes d'allergie, ça m'en prend 4 capsules par jour, puis d'autres, ça va être une par jour. Évidemment, je ne vous dis pas de faire ça parce que respectez posologie et compagnie si vous voulez. Merci, bonsoir. Mais si je sais qu'une compagnie concentre son reishi à l'alcool, sa concentration en triterpènes va être élevée. Pourquoi? Parce que je me suis assis pour faire la lecture à ce sujet-là pour savoir que des triterpènes, ça s'assimile mieux, on va mieux les chercher grâce à l'alcool qu'à l'eau, par exemple. Donc, à moins d'être un professionnel de la santé ou d'avoir un critique dada que vos vendredis soirs, vous aimez ça lire sur le sujet, il n'y a pas moyen pour vous autres de le savoir. Sauf si vous êtes très chanceux, une compagnie indique sur leur site web ou sur leurs produits, ce qui est très, 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 très rare, la méthode d'extraction et de concentration. Habituellement, tout ce que vous allez voir, c'est la plante médicinale, tant de milligrammes, ou la plante médicinale, tant de milligrammes, entre parenthèses, exemple 10 pour 1, équivalent à 10 fois la concentration indiquée. Donc, ce qui veut dire que si par exemple vous avez un ashwagandha 600 mg, 10 pour 1, ça équivaudrait à un extrait brut de 6 grammes. Ben, le reishi, c'est pareil. Si tu dis, je mets 100 mg, c'est un extrait de 10 pour 1, ben, mon 100 mg provient d'une équivalence de 1 gramme brut. Mais le 10 pour 1, je l'ai fait comment? Comme tantôt avec l'exemple de la soupe, si je la réduis, mais je l'ai mis dans une base d'eau puis je la réduis, c'est à l'eau. Si je la réduis dans de l'alcool, c'est à l'alcool. Il y en a qui vont extirper ça au gaz, peu importe. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, puis à moins de s'asseoir puis de lire sur la technologie d'extraction puis de concentration, si vous recherchez un effet ciblé, je vais dire secondaire, bonne chance. Sérieusement, bonne chance de savoir qu'est-ce que vous faites avec un extrait concentré. Vous n'aurez pas le choix d'avoir un extrait standardisé. Donc, si je résume à date ce qui s'est dit dans les 18 premières minutes et demie de ce podcast, mettons que vous cherchez juste un profil nutritionnel standard, puis que le volume, puis le goût, puis tout ça, ça ne vous dérange pas. La plante crue, séchée, vendue en boutique avec un PN, go for it, ça fait la job. Mais si tu te dis, ça ne me tente pas de prendre des tisanes, ça ne me tente pas de prendre 12 capsules par jour, ben, je vais y aller avec un extrait, une capsule par jour. Si vous avez des effets globaux moyens, exemple, le reishi, ben, on sait que sa gestion du stress, ça fait bien. On sait que les champignons pour l'immunité, ça fait bien. Toujours avec des bémols et des nuances, on est d'accord. Si je prends de l'avoine ou de l'ortie pour un profil nutritionnel à l'eau ou l'alcool, ça fait bien. Parfait. Cependant, si vous arrivez dans une situation problématique particulière pour laquelle vous voulez avoir plus confiance et avoir plus d'évidence scientifique, exemple, je vais juste les nommer, puis c'est pas un but de traitement, puis je vous dis pas de le faire si vous souffrez de ces conditions-là. Allez voir votre médecin avant pour ça. Si vous souffrez de dépression, ben, il y a des études sur le myrpertuis, sur la rhodiola, sur le safran, qui, en fonction de votre gravité, certaines plantes vont mieux convenir que d'autres.
Ben, c'est sûr que si vous êtes pris dans une dépression majeure, ben, si le millepertuis est étudié pour ça, ben, on voudrait être sûr de prendre un millepertuis qui fonctionne, puis pas de prendre un produit qui ne marche pas, puis de passer je ne sais pas combien de jours, de semaines à filer tout croche, puis pas voir son état s'améliorer, voir son état se dégrader. Ben, si tu as besoin d'être plus mis en confiance, un extrait standardisé va mieux suivre la littérature scientifique. Ça ne veut pas dire qu'un extrait concentré ne pourra pas t'aider. Un millepertuis, ça reste une plante antidépressive. Je veux dire, ça va aider à un certain point, quelque part. Mais si tu es moins sûr de ta shot, tu as moins confiance, tu veux plus de preuves, de savoir, écoute, là, moi, ça ne file pas, puis j'ai pas le temps de niaiser, ben, un extrait standardisé va te présenter des statistiques plus fiables, plus constantes. Ça ne veut pas dire au day-to-day, tu ne pourrais pas prendre d'extrait concentré, mais si tu as besoin de plus de confiance, extrait standardisé. Ça se résume de même jusque-là. Un extrait standard cru séché va être probablement ce qui va être le moins cher. Un extrait concentré va être un peu plus cher. Un extrait standardisé va être encore un peu plus cher. Puis là, ce qui va être encore plus cher qu'un extrait standardisé, ça va être ce qu'on va appeler un brevet. On ne peut pas breveter une plante, mais on peut breveter une méthode de fabrication. Ce qui veut dire qu'un fournisseur qui fait une fabrication unique en son genre peut la breveter, puis aucune industrie en ce monde peut la copier. C'est ce qui va faire en sorte que ben, vous allez avoir, par exemple, des ashwagandha KSM 66, des NEM, des autres affaires de ce monde. Ben, ceux-là, il n'y a personne qui peut copier la méthode de fabrication. C'est quoi l'intérêt de breveter une méthode de fabrication? C'est toujours essayer de se distinguer, soit par l'efficacité, la concentration, la qualité, la tolérance, l'impact dans l'écosystème, l'impact industriel, sociopolitique, les études cliniques, whatever. Mais une compagnie qui veut faire un brevet de fabrication, ça coûte cher, puis il n'y a pas le choix de se mettre de l'avant. Et pour la plupart des compagnies qui font des brevets de fabrication de plantes médicinales, souvent, ils vont mettre beaucoup d'argent dans les études cliniques. Ça peut être avantageux, puis ça peut être trompeur, parce que si une compagnie paye pour une étude, ce n'est plus une étude indépendante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas véridique, mais ça se peut que la réalité ne soit pas complètement la même. Au courant de la semaine, je fais un coq à l'âne. Je lisais sur le polycosanol, qui est grosso modo un extrait de sucre de canne qui était, je crois, si je me rappelle bien, étudié à Cuba. Cet extrait breveté-là, chez eux, les études qui étaient payées par les compagnies de là-bas, semblaient suggérer que ça aidait au cholestérol. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs ont repris ces études-là pour recommencer, pour voir si c'est fiable, puis ça ne semble pas donner les mêmes résultats du tout. Oups! Mais par contre, quand on y pense, qu'est-ce qui a fait que des gens se sont plus penchés sur cette molécule-là? Ce sont des compagnies qui essaient d'en vendre. Ce que je veux dire par là, c'est que si le brevet n'existait pas, l'industrie n'existait pas, ça aurait pris combien de temps avant que quelqu'un, un jour ou l'autre, se penche à la question et fasse Hey, ça me tente d'étudier la canne à sucre pour voir s'il y a des molécules là-dedans pour le cholestérol. Ça aurait probablement pris plus de temps parce que, comment je vais dire ça de même, c'est pas payant. C'est pas comme une pharmaceutique qui contrôle le monopole d'un médicament. Si une pharmaceutique investit des millions pour découvrir des molécules, puis essayer de découvrir des bienfaits associés à ça, puis il y a un monopole mondial, ben, il peut faire des milliards de dollars. Mais on ne peut pas breveter une plante. Ce qui veut dire que si quelqu'un prend un extrait de canne à sucre pour la même molécule que polycosanol, ben n'importe qui pourra en vendre. Pas de la même méthode de fabrication, mais n'importe qui peut en vendre.
Donc, quelqu'un pourrait avoir une nouvelle méthode de fabrication ou juste tout simplement mettre la canne à sucre en poudre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi présentement, puis on pourrait réaliser un jour que, gadon, les résultats sont les mêmes que le brevet. Ce qui veut dire que l'industrie qui a payé pour le brevet de fabrication a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour peut-être un jour se faire dire que finalement, ton brevet qui coûte freaking cher à vendre sert à rien parce qu'on aurait pu faire ça plus simple finalement. Donc, c'est un gros guess entrepreneurial de mettre beaucoup d'argent dans les brevets, mais le fait de mettre beaucoup d'argent dans un brevet et de pousser la recherche scientifique, la popularité, ça amène plus de gens à être exposés à ce produit-là, à se poser plus de questions et à les inciter à faire plus d'études. Donc, c'est comme l'envers de la médaille, auquel cas, le meilleur exemple que je peux donner, c'est le pycnogénol. Le pycnogénol, c'est une des substances naturelles brevets qui a le plus d'études scientifiques au monde. Je pense qu'il y a des centaines d'études à ce sujet-là. Mais le produit coûte à peu près, je pense, c'est 1800 $ par kilo. C'est ce qui explique pourquoi, quand vous voyez une bouteille de pycnogénol, 30 capsules, 100 mg par capsule, ça coûte à peu près 55 $ à vendre. Parce qu'il faut que non seulement tu l'achètes de la compagnie qui fait le pycnogénol, après, toi, il faut que tu le mettes en capsule, puis que toi, tu le revendes au magasin, puis tout le monde veut prendre sa cote-part. Fait qu'à un moment donné, même pour faire gros profit, ça coûte cher à vendre. Donc, c'est certain que si tu veux l'évidence scientifique et la littérature et la fiabilité et la confiance associée au pycnogénol, tu vas les avoir, les études scientifiques. Cependant, quand on regarde les plantes qui ont un profil moléculaire similaire, comme le pain maritime, le pain blanc ou même l'extrait de pépins de raisin, bon, on réalise qu'ils n'ont peut-être pas autant d'études, mais les résultats semblent similaires. C'est juste, ça va te coûter beaucoup moins cher. Ça se peut qu'il y ait de la variabilité, mais si tu prends du pycnogénol pour de l'insuffisance veineuse, qui est l'allégation pour laquelle le pycnogénol, c'est le plus fiable parmi tous les autres, ben des plantes qui aident pour la circulation sanguine, il y en a plusieurs. Même que le pycnogénol a été comparé avec du marronnier d'Inde, la diasmine, l'hespéridine et autres. Donc, même s'il s'avérait, selon leurs études à eux, qui serait plus efficace, ben si la diasmine, l'hespéridine puis le marronnier d'Inde sont suffisamment forts pour ton contexte à toi, ben mes félicitations, tu as une plante qui coûte beaucoup moins cher. Donc, des plantes à brevet, est-ce que ça vaut la peine? C'est discutable parce que ça coûte beaucoup plus cher. Oui, tu vas avoir plus de confiance d'études scientifiques, mais le seul brevet que je dirais qui vaudrait, entre guillemets, la peine, ish, c'est l'ashwagandha KSM 66 parce que tu es capable d'avoir une meilleure concentration que ce que Santé Canada permet. Donc, théoriquement, tu vas avoir un peu plus de résultats. Donc, si tu as une compagnie qui a un très gros levier financier et sont capables de te vendre à l'équivalent de peut-être 2-3 $ de plus le pot du KSM 66, ben, ça peut être super intéressant parce que tu peux mieux t'attendre à quoi comme résultat. Mais si tu es une petite PME et tu vas acheter de l'ashwagandha KSM 66, ben, tu n'auras pas le choix pour essayer de te sauver financièrement à le vendre plus cher. Mais ce ne sera pas autant de marge de profit que du pycnogénol, mettons. Fait que les brevets, c'est le fun pour la littérature scientifique. C'est peut-être fun pour la confiance, mais ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas de brevet que ça ne marchera pas. Donc, si je te résume ça, si tu cherches des plantes pour certains bienfaits, exemple de la mélisse pour un effet calmant, l'ashwagandha, le côté adaptogène, millepertuis comme antidépresseur, je veux dire, la plante standard, là, je veux dire, crue séchée, fait déjà la job. Si tu ne veux pas en prendre à tonnes, prends un extrait concentré, ça ne coûte pas cher. Mais si tu veux un peu plus d'évidence scientifique ou si tu veux un peu plus de confiance parce que tu te trouves dans une situation problématique pour laquelle la plante a été étudiée, une plante standardisée, ben, tu sais que ça va être, entre guillemets, plus fiable. Mais ça va te coûter un peu plus cher. Donc, j'espère que ça va t'avoir mieux aiguillé selon ta situation à faire un meilleur choix de plante pour sauver le plus de sous, pour avoir le plus de résultats possible. Si tu aimes ça, abonne-toi à ma chaîne pour rien manquer.